Bonjour et bienvenue dans Dédicto. Pour ce 5e épisode, un classique parmi les classiques, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est né en 1712 à Genève et est mort en 1778. On le place généralement au sein des philosophes des Lumières, avec Voltaire, Diderot, etc. Mais il demeure un penseur singulier pour son époque, et souvent un contre-courant de ses contemporains. Il est l'un des représentants du contractualisme, c'est-à-dire de la doctrine politique qui pense que la société et l'État sont fondés sur un contrat passé entre les êtres humains. C'est dans son livre du contrat social que Rousseau développe sa version du contractualisme. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un ouvrage antérieur par lequel il faut partir pour comprendre la pensée rousseauiste. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ce livre, divisé en 2 parties, est une réponse à une question posée lors d'un concours de l'Académie de Dijon qui demandait quelle est l'origine de l'inégalité des conditions parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle. Dans la première partie, Rousseau décrit l'homme dans ce qu'il appelle l'état de nature. Dans la seconde partie, il montre comment les hommes, en faisant société, ont créé entre eux des inégalités. Les 2 parties du livre étudient chacune 2 types d'hommes. Celui de l'état de nature et celui civilisé de la société regroupés sous la direction d'un état politique. Le but de Rousseau va donc être de partir de l'homme de l'état de nature pour comprendre comment on en est arrivé à l'homme de l'état civil tel qu'il est dans la société constituée. Rousseau est ici dans une démarche descriptive. Il cherche à montrer ce qu'est l'homme. Il fait par là une anthropologie, une étude de l'homme, et à partir de là, il veut montrer que l'inégalité n'est pas naturelle, mais dépend en fait de la culture humaine et de la sociabilisation telle qu'elle s'est faite. Dans du contrat social, Rousseau entreprendra une démarche que l'on appelle normative, mot qui provient du terme norme, qui signifie règle en latin. Démarche normative qui vise à démontrer ce qui devrait être par rapport à une situation donnée. Il s'agira pour Rousseau de dire comment l'État doit donc être constitué et comment il devrait être organisé. Revenons au discours. Celui-ci s'intitule « Discours sur les fondements et les origines de l'inégalité parmi les hommes ». Pour comprendre la démarche de Rousseau, il faut comprendre la différence entre ce qu'est un fondement et ce qu'est une origine. Une origine renvoie à une question de fait. Il s'agit de savoir si les inégalités ont une origine naturelle, indépendante des actions humaines. Le fondement renvoie au contraire à une question de droit. Je précise. On distingue ce qui est, en fait, factuel, on est dans le descriptif, de ce qui est en droit, de ce qui devrait être, où on est alors dans le normatif. L'origine est dans le descriptif, le fondement dans le normatif. Il s'agit donc de savoir ce qui justifie les inégalités. On va voir que l'origine des inégalités, c'est tout simplement l'entrée de l'homme en société, et qu'en ce qui concerne les fondements donc normatifs, il n'y en a aucun de légitime, car tous les hommes, pour Rousseau, sont libres et égaux par nature et doivent, par conséquent, le rester. Rousseau ne parle pas ici des inégalités physiques, la taille, la force, etc., mais bien de l'inégalité sociale et politique induite par la société, qui est donc, à ses yeux, totalement injustifiée par quoi que ce soit, et surtout pas par la nature humaine. Mais suivons Rousseau dans le cheminement de son argumentation, et commençons, comme il se doit, par la première partie du discours. Rousseau commence par s'opposer aux philosophes qui pensent les êtres humains comme étant des êtres naturellement en conflit, à l'instar du philosophe anglais Thomas Hobbes dans son ouvrage Le Léviathan. Pour Rousseau, l'erreur de Hobbes est de décrire non l'homme tel qu'il est à l'état de nature, mais l'homme civil. Il faut donc pour Rousseau parvenir à décrire réellement l'homme de l'état de nature, et pour cela, il faut le dépouiller de tous ses attributs sociaux et artificiels. Rousseau prend l'image d'une statue enfouie sous la mer qui aurait au fil du temps été recouverte d'algues, escamotée par l'érosion, etc. Cette statue enfouie sous l'eau, c'est l'homme de l'état civil, et ce que veut faire Rousseau, c'est retrouver la statue telle qu'elle était à l'origine. La première partie du discours consiste à décrire l'état de nature, ce moment de l'humanité avant la sociabilisation et l'état civil. Rousseau ne prétend pas que cet état de nature ait réellement existé, mais il se sert de cette idée pour asseoir ses propos. Cela lui permet de dépouiller l'homme de ses caractères sociaux. Voilà comment Rousseau décrit l'homme de l'état de nature. Je vois un animal moins fort que les autres, moins agile que les uns, mais à tout prendre, organisé le plus avantageusement de tous.
Comment comprendre cela? Il faut distinguer l'homme et l'animal. Alors que l'animal est pourvu d'un instinct dès sa naissance, ainsi que de poils ou de griffes pour se chauffer et pour chasser, l'homme est nu, sans instinct. Or, s'il est, comme le dit Rousseau, organisé le plus avantageusement de tous, c'est grâce à sa faculté d'adaptation, de création, d'apprentissage. C'est ce que Rousseau appelle la perfectibilité. Je cite encore. La nature commande à tout animal, et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister. L'homme est perfectible et libre, alors que l'animal gardera toujours le même instinct. Dans l'état de nature, il est un être solitaire qui ne rencontre ses semblables que pour la reproduction. Il n'y a guère de sociabilisation. Il n'y a guère de langage non plus, tout au plus quelques cris pour signifier des émotions. Deux passions animent alors l'homme de l'état de nature. Ce sont les deux passions fondamentales chez l'être humain, l'amour de soi et la pitié. Rousseau en a déjà parlé dans la préface. Citons-le donc directement. Je crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont l'un nous intéresse ardemment à notre bien-être et à la conservation de nous-mêmes. Et l'autre nous inspire une répugnance naturelle à voir périr et souffrir tout être sensible, et principalement nos semblables. L'amour de soi nous pousse à nous conserver pour notre survie. La pitié peut être alors pensée comme une extension de l'amour de soi à autrui, ou à tout être qui peut souffrir, comme les animaux. L'homme de l'état de nature ne peut donc être mauvais. Il est toujours animé par l'amour de soi et la pitié. Comment va-t-on passer de l'état de nature que l'on vient de décrire à un état civil plein d'inégalités? Pour répondre, étudions de plus près la seconde partie du discours. Peu à peu donc, les humains commencent à construire des cabanes, à former de petites familles, de petites communautés. Puis tout à fait par hasard, ce qui fait que cela n'aurait pu ne pas arriver, on appelle cela la contingence en philosophie, l'homme observe la nature. Un volcan en éruption, la reproduction des végétaux, la pousse des grains de blé. De là, il invente l'agriculture et la métallurgie. Il en vient à produire des outils, etc. C'est le début de la fin, dit Rousseau. Le fer et le blé perdent le genre humain, car à partir de là, une notion nouvelle apparaît, la propriété privée. Rousseau écrit dès le début de la seconde partie cette phrase puissante et célèbre. Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » C'est donc la propriété qui va creuser la tombe de l'égalité de l'état de nature, puis forger l'inégalité de l'état civil. La propriété privée engendre l'envie, le désir d'en avoir toujours plus. Des conflits naissent alors entre les hommes, les plus forts en viennent à exploiter les plus faibles. La société naît dans un état de guerre. Il a donc fallu pacifier les relations entre les hommes, et pour cela fut inventé l'État et la justice. Un État dominé par les plus riches, bien entendu, et ce afin qu'ils puissent préserver leurs biens. La liberté et l'égalité disparaissent alors au profit de la seule propriété. L'inégalité est institutionnalisée. Les passions de l'état de nature sont viciées par l'état civil. L'amour de soi devient amour-propre, un amour de soi dégénéré qui pousse à ne s'intéresser qu'à soi, qu'à sa réputation et à son honneur. L'inégalité instituée et légitimée, la propriété toute-puissante et l'amour-propre comme passion suprême entraînent l'état civil vers le despotisme. C'est ainsi que débutera du contrat social. L'homme est né libre, mais partout, il est dans les fers. L'homme est né libre dans l'état de nature, mais le voilà prisonnier à présent dans l'état civil. Du contrat social aura alors pour but de produire une véritable société de citoyens libres et égaux.